Ils font quoi les pilotes de Formule 1, mis à part rester toutes les fins de semaine assis dans leur monoplace? Beaucoup de gens ne les considèrent pas comme des athlètes et se posent cette question. Aujourd'hui, ensemble, on va voir ce qui se passe dans l'écurie Williams Racing. Tu l'as forcément vu en cliquant sur cette miniature. Aujourd'hui, on va parler de Carlos Sainz et d'Alex Albon. Et cette vidéo va être découpée en deux parties. Alors assure-toi de rester jusqu'à la fin, sinon tu vas rater 50% de ce que je dis. Dans la première partie, on va être avec Carlos Sainz et on va voir ce qu'il fait comme test de pré-saison. Si toi, t'aimes les petites touches de science que je mets à chacune de mes vidéos, tu vas être servi avec cette première partie. Et en deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est l'entraînement d'Alex Albon. Cet entraînement, l'objectif, c'est qu'il soit en forme au départ de la saison. Dans cette deuxième partie, tu le verras, on va construire ensemble un entraînement typique de pré-saison. Répétition, série, exercice et temps de repos. Petite présentation de mes deux pilotes. On commence avec Carlos Sainz, 30 ans, 1m78, 66 kg. Et on a de l'autre côté Alex Albon, 29 ans, 1m86, 73 kg. Ouais, si tu t'attends à voir des monstres en pilote de Formule 1, c'est pas le bon sport. Comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne avec un méga like. Commentez juste en bas de la vidéo ce qui vous passe par la tête, ça aide toujours à supporter la vidéo et à la pousser dans les référencements. Alors pour ça, merci beaucoup. Et on finit par le petit abonnement avec la cloche pour rater aucune des prochaines analyses d'entraînement d'athlètes. Mets ta ceinture et c'est parti. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas le voir, ce qu'ils vont faire, c'est des testings grâce à l'utilisation du VBT, le Velocity Based Training. En gros, ce qu'ils ont eux, c'est un transducteur de position linéaire à ne pas confondre avec un accéléromètre. Le transducteur de position linéaire, c'est les appareils où tu vois qu'il y a une corde qui est reliée à la barre ou au poids. L'accéléromètre, lui, c'est un outil à part entière qui va mesurer sur un plan 3D tout ce qui va se passer. Il y a des bénéfices dans l'utilisation d'un versus l'autre. Pour des mouvements comme l'haltérophilie, j'utiliserai un accéléromètre. Pour d'autres mouvements un peu plus stables, comme tous les exercices de powerlifting, donc de force athlétique, le transducteur de position linéaire peut être pas mal plus intéressant. Mais il y a un autre aspect à considérer qui est le prix. En général, les transducteurs de position linéaire sont pas mal plus onéreux que les accéléromètres. On parle de milliers de dollars versus d'une centaine de dollars pour des accéléromètres. Donc le premier exercice qui nous présente ici, c'est un incline dumbbell press, donc un développé couché incliné aux haltères avec des 20 kg. Et donc là, tu vois bien le fil qui est relié au dumbbell de droite et il fait 3 répétitions explosives. Et t'entends à chaque fois l'appareil lui donner sa vitesse, 1, 16, etc. En gros, ça c'est des chiffres qui sont des mètres par seconde. Et donc tu vois ce boîtier-là, c'est le transducteur de position linéaire. Ces tests-là, ils sont super intéressants pour pouvoir avoir un reflet de la force de ton athlète sur ce mouvement. Ce qu'il est possible de faire, c'est de faire quelques répétitions avec un poids et d'augmenter ce poids-là au fur et à mesure. Et ça, au final, ça va te donner une courbe de vitesse, force. Et toutes les données qui te sont données par cet appareil-là sont super intéressantes parce que tu as autant la puissance que la vitesse que tu as émis à cette même puissance. C'est un petit bijou technologique, mais qui te permet de pas y aller à l'aveugle quand tu entraînes un athlète. Donc pour sa première série, comme je l'ai dit, il était à 20 kg x 3 répétitions. Et là, il a augmenté de poids, il est à 17,5 et t'envoie 8 répétitions. Tu peux programmer cet appareil-là de sorte à ce qu'il te donne des informations. Soit il peut te donner la vitesse comme il le fait ici. Il peut aussi t'indiquer à quel moment tu as perdu trop de vitesse. Donc tu peux le programmer. Par exemple, tu lui dis, dès que j'ai perdu 20% de vitesse par rapport à la répétition précédente, eh bien tu bipes ou tu fais un son, tu me le dis. Et c'est ce qui se passe dans cette deuxième série justement. Pour faire ce genre d'exercice, regarde un des gars qui s'entraîne avec lui, qui est aussi apparemment un entraîneur. Regarde la technique qu'il va utiliser. L'objectif, je te le rappelle encore une fois, mettre le plus de vitesse possible. La technique est complètement désastreuse. Des demi-répétitions, aucun contrôle du mouvement. Je te le rappelle, lorsque tu veux tester des mouvements, il faut au préalable que tu maîtrises ces mouvements. Tu ne peux pas faire des max ou tu ne peux pas tester un mouvement où techniquement tu n'as aucune maîtrise gestuelle. C'est la grosse base. Technique, vitesse, charge. Si tu n'as pas de technique mais pas de vitesse, ça va servir à rien, tu vas dégrader ton mouvement. Si tu n'as pas de vitesse ton mouvement, n'augmente pas la charge parce que tu risques potentiellement d'aller à l'échec ou en tout cas c'est peut-être pas le moment d'augmenter la charge. Concentre-toi à mettre plus de vitesse sur cette même charge et c'est pas mal en général un indicateur pour savoir si tu as progressé. Plus tu pourras être rapide sur une même charge, plus ta force aura indirectement augmenté. Et pour que tu comprennes ça, je vais te montrer une courbe. Ce graphique-là, on l'utilise souvent lorsque l'on travaille avec l'entraînement basé sur la vitesse. C'est une charte qui nous explique dans quelle zone on se situe. Et ça, en fonction de la vitesse. Sur la ligne du haut, c'est le pourcentage de 1RM, entre 0% et 100%. Et sur la ligne du bas, c'est la vitesse qui y est associée. Cette vitesse-là va de supérieure à 1,3 mètres par seconde
jusqu'à inférieur à 0,5 mètres par seconde. Et pour te donner une petite représentation, un exercice où tu vas grinder, par exemple au squat, tu vas être peut-être dans les 0,3 mètres par seconde, ce qui est une vitesse très faible. Et donc directement proportionnel au pourcentage de ton ARM que tu as mis sur la barre. Plus la charge est lourde, moins tu vas bouger le poids rapidement. Et si par exemple la semaine 1, tu as bougé 130 kg au développé couché à une vitesse de 0,3 mètres par seconde, mais qu'à la semaine 8, tu es rendu à le bouger à 0,75 mètres par seconde, ça veut dire indirectement que tu as progressé. Et que ton 130 kg, ce n'est plus maintenant des zones de force maximale avec des pourcentages de ARM entre 90 et 100%, mais bien qu'avec cette charge-là, tu es rendu dans de la force-vitesse et qu'elle représente à présent entre 50 et 60% de ton ARM. Je le sais, en 8 semaines, c'est une très belle progression. C'est juste pour illustrer mes propos. Donc là, ils passent sur le back squat. Ils vont faire un petit peu le même procédé de montée en charge avec un nombre de répétitions fixe, histoire de pouvoir tracer des courbes et aussi estimer son ARM au back squat pour que durant la saison, eh bien, quand on met du poids sur la barre, on n'y va pas au pif. Donc pour son premier set, il n'y a rien sur la barre, mais ils vont pas nous la montrer celle-ci parce que tu vas pouvoir le voir directement après. On va passer avec 30 kg. Tu vois, ils ont rajouté des 5 kg de chaque côté. Et là, on y va pour une répétition, 2 répétitions et 3 répétitions. Encore une fois, quand tu travailles avec le Velocity Based Training, l'objectif, c'est de mettre le plus de vitesse possible sur ton mouvement. Sinon, tu biaises le test. On est rendu à 40 kg à présent et on est sur un x3 aussi. Donc, c'est très bien. On met beaucoup de vitesse sur le mouvement. C'est l'essentiel. On est rendu à présent à 60 kg. Et là, tu vois que la vitesse diminue. Et donc, il y va encore pour 3 répétitions avec une vitesse qui a bien droppé. Ils testent des exercices qui d'habitude ne sont pas testés pour de la vitesse. Par exemple, au début, l'incline avec les dumbbells. Là, tu vas le voir, le shoulder press. Et tu le verras à la fin avec le Romanian deadlift. Le squat, ça, par exemple, c'est un incontournable. Mais ce qu'ils font là, je pense, c'est qu'ils testent à peu près tous les exercices qu'ils vont faire durant leur saison de Formule 1. Donc là, il se fait une série de shoulder press aux haltères. J'arrive pas à voir les poids, mais je pense que c'est des 15. Donc c'est ça, ils testent sur le shoulder press comme ils testent avec d'autres exercices. Et maintenant, tu vas le voir, il passe directement au RDL. On est sur 40 kg, 5 répétitions. Et tu vois, il met un maximum de vitesse. Ça, c'est un exercice pour les ischio-jambiers, je vous le rappelle. Ischio-jambier, chaîne postérieure, / un peu de fessier. Donc, il a enchaîné 5 répétitions. Et l'intérêt, encore une fois, c'est questionnable. Pourquoi tu testes de la vitesse sur un mouvement où ça demande pas de l'explosivité de faire un Romanian deadlift? Je le ferai sur un épaulé, sur un clean, sur les high pull, donc des tirages hauts ou des tirages lourds, mais sur un exercice d'isolation comme ça. Pourquoi? On passe à présent à 60 kg. Et là, il va t'envoyer 8 répétitions. Et en plus, la difficulté dans ce mouvement-là, c'est que tes jambes tendues sur du Romanian deadlift, mais en soi, il y a quand même les genoux qui gênent un petit peu. Et donc, pour mettre de la vitesse là-dessus, à part te cogner une rotule, c'est un petit peu ordinaire. Et tu le vois, lui, cet entraîneur-là, il a un peu de mal avec sa technique. En tout cas, ça, c'est pas un RDL, c'est plus un entre-deux entre du deadlift et justement du Romanian deadlift. Semi-plié, semi-tendu. On sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, c'est pas grave, c'est pas notre centre d'intérêt aujourd'hui. On a déjà fini pour ce qu'il nous a montré de sa séance de testing. C'est très important de vous montrer ça parce qu'il y a un principe essentiel en entraînement qui est on ne développe pas ce que l'on ne mesure pas. En gros, si je te dis que je te fais augmenter ta force, mais que ta force, on la teste jamais, eh bien, j'ai aucune idée si on a développé ta force. Si avec tel ou tel exercice, je te dis que tu vas sauter plus haut, mais que tu le testes jamais, au final, tu ne sais pas si tu sautes plus haut. Et c'est la raison pour laquelle, avec des athlètes que tu as en face de toi et avec lesquels tu peux faire des tests, il faut que tu fasses des tests. L'utilité ici de faire ces tests-là sur des exercices d'assistance, des exercices d'isolation, c'est propre à chacun. C'est un pilote de Formule 1, il y a beaucoup d'argent. Si tu peux te permettre de tout tester, t'en as pas 18 des athlètes. Donc, vas-y, teste tout. Dans cette vidéo-là, tu le vois aussi, ils vont faire des sorties, des longues sorties vélo. C'est assez rare que les athlètes de Formule 1 fassent du cardio sous une autre forme que du vélo. Et c'est assez compréhensible. Si j'avais à entraîner des athlètes de Formule 1, je le ferais aussi sous cette forme-là. Ou rameur, ou des choses en tout cas avec le moins d'impact possible au niveau des pieds. Les pieds, ça reste quand même leur outil de travail. Accélérer, freiner, tu dois avoir une force incroyable. Il suffit d'une mauvaise course, d'une mauvaise technique pour avoir des problématiques aux pieds et de pas mal hypothéquer ton pilote. Donc voici pourquoi ils font pas mal plus de vélo que de course à pied ou d'autres sports avec des impacts. Je te rappelle que si toi aussi tu veux devenir un athlète ou en tout cas améliorer tes qualités athlétiques, tu as tous les liens de coaching dans la description. À présent, la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve ici avec Patrick Harding qui est le performance coach de l'équipe Williams Racing. En gros, c'est le préparateur physique. C'est une autre manière de nommer la personne qui s'occupe de la performance au travers de l'équipe. Et notre athlète ici,
Ici, Alex Albon. Pour contextualiser la chose, ici, nous sommes en janvier, donc quelques mois avant la reprise de la saison de Formule 1. En gros, on a un petit peu le temps pour faire ce qu'on veut. En Formule 1, l'aspect cardio-respiratoire, c'est quand même essentiel. Je te rappelle que les courses, elles durent environ 2h30, 3h. Il n'y a pas vraiment de pause, mis à part quand tu as des pit stops qui se passent mal, et encore, ça va te donner un petit 10 secondes de break. Bref, faut que tu sois capable de rester lucide dans l'effort, et c'est la raison pour laquelle la partie cardio, c'est essentiel chez ces athlètes-là. L'entraîneur ici, ce qu'il dit, c'est qu'il va développer d'abord tout ce qui est hypertrophie chez son athlète, donc développement de la masse musculaire, pour ensuite s'en aller vers de la force. On le sait tous, les monoplaces, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Ils sont tout le temps à la recherche du moindre gramme de gagné. Alors, à mon avis, les gérants d'écurie vont pas être très contents si tu rajoutes 2-3 kilos de masse musculaire à ton athlète au fur et à mesure des années. Donc, selon moi, quand ils parlent d'augmentation de la masse musculaire via l'hypertrophie, on est sur un maintien de la masse musculaire à la rigueur, mais clairement pas sur son développement. Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu brut. Il nous présente pas le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tous les exercices qu'il fait et je vais vous les contextualiser et construire une séance avec ça. Hop, excusez-moi les gars, j'ai oublié un tout petit truc. Si tu m'ajoutes sur Instagram et que tu me DM F1, tu vas pouvoir avoir accès à cette séance-là que j'ai retranscrite exprès pour toi. Donc, tu pourras la faire quand tu veux. On repasse à la vidéo. Donc là, il commence par du rameur, le fameux rowing. Sur le concept 2, tu vois que l'intensité est très légère, donc en fait, c'est son échauffement. Par la suite, il va se rouler un petit peu les glutes, là, donc les fesses, des petits étirements quadriceps. Ici, on est sur étirement fessier et adducteur. C'est de la mobilisation juste avant. Est-ce que ça a une grande utilité de faire ces exercices-là au préalable? Ça dépend le sport, je vous dirais, puis ça dépend aussi les exercices que tu vas faire. Si tu vas te faire de l'haltérophilie juste après et que tu as zéro mobilité, et bien en faire juste avant, ça va t'aider sur tes mouvements. Je te dis pas de t'étirer pendant 15 minutes, mais une petite mobilisation articulaire et musculaire, c'est toujours bon à prendre. Après, si tu vas faire un exercice où t'as pas besoin, tu vas faire des bras, perds pas ton temps. Donc après cette fameuse mobilisation et ce petit échauffement, on est sur un drop medicine ball side push. En gros, t'as un léger drop, un saut en contrebas et ensuite t'as une rotation avec une poussée. C'est un excellent travail de puissance et en même temps de core, donc de gainage avec l'espèce de rotation. Ensuite, t'as un travail de puissance. Il faut que je te mette une petite pause ici. Là, le premier exercice, c'est de la puissance. Le deuxième avec le landmine explosive press, c'est aussi de la puissance et pourtant, petite parenthèse, au début de la vidéo, ils disent qu'ils vont faire une séance de force. C'est pas vraiment de la force. De la force-vitesse peut-être, mais on est plus sur un travail, c'est ça, de puissance. Cet exercice-là, il est vraiment top pour les boxeurs aussi notamment. Ensuite, on a un inverted row, donc un tirage inversé. C'est un exercice très difficile, ça. On a un développé couché alterné aux haltères. On a un one arm snatch, donc un arraché à un bras, avec les dumbbells. On a des push-ups qui sont lestés avec des poids. On a un espèce de Superman aux anneaux. Et on a un exercice ici de core, donc de gainage sur le GHD. Et c'est super intéressant, c'est un exercice d'anti-rotation. Et pour finir, qui dit pilote de Formule 1 dit travail de cou en isométrie. Donc là, encore une fois, résistance au niveau des scalènes et du sternocleidomastoïdien. Encore une fois, on a le petit travail de cardio sur le vélo. Donc on revient à la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Le travail de cardio avec les pilotes, c'est vraiment du vélo. Afin forcément de limiter au maximum le risque de blessure. En fonction de ce qu'on a vu ici, voici ce que je te proposerai comme séance. Les exercices sont vraiment intéressants. Il y a de quoi travailler avec ça. Mais si tu sais pas combien de séries faire, combien de nombre de répétitions faire, t'es pas plus avancé. Donc on se souvient du premier exercice avec le drop from box. Tu descends en contrebas d'une espèce de surface qui est surélevée et ensuite tu as une poussée avec une rotation explosive où tu envoies le medicine ball avec le plus de vitesse et le plus de force contre le mur. Cet exercice, il a une visée de puissance. Donc je te conseille de pas prendre un medicine ball qui est trop lourd. Ici, on irait avec quelque chose de bien classique, 3 séries, 8 répétitions par côté. Tu pourrais ou non l'enchaîner avec le landmine explosive press où tu ferais aussi 3 séries mais cette fois-ci 6 répétitions par côté et tu pourrais par la suite prendre 2 minutes 30 de pause. Si jamais tu les enchaînes pas, tu pourrais prendre 2 minutes de pause à la fin de chacune des séries. Ensuite, on avait l'exercice inverted row, donc tirage inversé, où ton objectif c'est de surélever tes pieds. Tu peux faire un setup avec une barre au gym, tu te mets sur un rack de squat, tu mets la barre sur les safety et ensuite tu fais ton tirage inversé sur cette barre-là en pensant à bien surélever tes jambes sur un banc. Pour cet exercice-là, je te conseille 3 séries, max répétitions. Tu vas pas en faire énormément, c'est un exercice relativement difficile. Plus t'es lourd, plus tu vas avoir de mal. Donc au final, tu vas faire entre 6 et 10 répétitions. Si tu vois que tu es rendu à 15 répétitions et plus, tu peux te lester en mettant du poids sur ton chest. Encore une fois, tu peux faire un superset avec l'exercice d'après qui est le développé couché aux haltères mais
alterner. Et ça, je te ferai 3 fois 12 répétitions au total. Encore une fois, environ 2 minutes 30 de pause, ça suffit pour avoir du jus pour les séries. Ensuite, encore un exercice de puissance, développement de puissance du membre inférieur avec le one arm snatch, donc l'arraché à un bras. On serait ici sur 3 fois 6 répétitions par côté et l'objectif, générer un maximum de vitesse et surtout, contrairement à ce qu'il fait dans la vidéo, pas atterrir jambes tendues, mais atterrir quart de squat, position de puissance. Tu peux alterner ou pas les bras, mais quand tu vas alterner, tu vas ressentir pas mal plus ton cardio qu'autre chose. Donc je te conseille de faire toutes tes répétitions d'un côté et ensuite toutes tes répétitions de l'autre. Il a par la suite un exercice de push-up lesté et ça, une fois de plus, 3 fois 10, c'est largement suffisant. À part si tu les veux explosifs, je te ferai un 3 fois 6 répétitions et l'objectif, mettre un maximum de vitesse sur la remontée. L'exercice avec les anneaux, tu pourrais le faire avec les TRX, ça marche aussi. L'espèce de Superman aux anneaux, tu travailles pas mal ceinture scapulaire, ton gainage, les abdos pour pas cambrer ton dos. C'est un exercice qui est très demandant. Donc si tu es capable de m'en faire 6, c'est déjà pas mal. Et 6, on parle de 6 bras tendus, un gainage très très fort, très solide. Il finit avec les exercices de core, donc pour tout ce qui est transmission de force du membre inférieur vers le membre supérieur avec de l'anti-rotation. Et l'anti-rotation, elle est super importante en Formule 1 parce que c'est ce qui va t'aider à résister à toute la force centrifuge dans les virages. Même si dans la monoplace, t'es bien calé, ça peut quand même t'aider. Réaliser cet exercice-là tout seul, c'est possible, mais il faudrait que tu accroches l'élastique à une surface stable. Tu peux le faire en isométrie, c'est-à-dire sans bouger, ou avec des rotations où tu contrôles ton core. Donc pour cet exercice d'anti-rotation, tu pourrais faire 3 à 4 séries, 30 secondes par côté. Et pour le travail de cou, eh bien en général ça se fait de manière isométrique, donc c'est un temps en secondes. 30 secondes de face, 30 secondes côté, et encore une fois 3 à 4 séries. Il faut bien comprendre que la Formule 1, c'est un sport vraiment à part entière. Il y a différentes choses sur lesquelles il faut extrêmement bosser et le reste, ça va être pas mal du maintien. Il faut pas l'oublier, ces athlètes-là, ils sont quand même assez petits. Quand je dis petit, c'est pas forcément en taille, quoique, c'est plus dans l'ensemble. Poids de corps, largeur d'épaule, c'est pas les plus gros gars. Donc avec eux, c'est super important de faire attention à ce que tu fais en termes de développement athlétique. Et tu vas souvent être sur du maintien vis-à-vis du développement, dans l'amélioration des qualités musculaires, de la typologie musculaire, vis-à-vis du développement de la masse musculaire. Avec des athlètes de Formule 1, le développement de la force, par exemple, ça peut être super intéressant parce que tu peux prendre de la force sans forcément prendre de la masse musculaire. L'équipe, j'espère que vous avez encore une fois apprécié ce format. N'hésitez pas à me donner de la force dans les commentaires, à poser votre like et surtout, allez voir les liens de coaching dans la description. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.